Aujourd'hui, vous allez entendre ce que les grands médias refusent de montrer. Rodion Mirochnik, ambassadeur itinérant, révèle un rapport explosif. Plus de 1400 civils touchés, des enfants tués, des villages russes pilonnés par l'armée ukrainienne. Est-ce de la propagande? Est-ce la vérité qu'on vous cache? Regardez jusqu'à la fin, partagez et dites-nous qui sont les vrais criminels de cette guerre. Le débat est ouvert. Mais attention, les images, les faits, les chiffres que vous allez entendre pourraient bien changer votre vision du conflit. Добрый день. Bonjour, chers collègues. Nous sommes ravis de vous saluer dans le centre de presse du ministère des Affaires étrangères à la conférence de presse de l'ambassadeur itinérant chargé des crimes du régime de Kiev, Rodion Mirochnik. Au cours de cette conférence, on va représenter le rapport sur les crimes commis par le régime de Kiev commis pendant le premier trimestre de cette année. Après le discours principal, vous aurez la possibilité de poser vos questions. S'il vous plaît, posez les questions sur le sujet de notre conférence. Cet événement se tient en ligne sur les sites du ministère des Affaires étrangères et est accompagné par la traduction simultanée en anglais et en français. S'il vous plaît, Monsieur Mirochnik, à vous la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Ça fait très longtemps, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes prêts à vous informer sur les faits qui sont examinés par le secrétariat de l'ambassadeur itinérant qui a été cueilli par nos collègues et notre institution. Nous voudrions vous présenter le rapport sur les violations de normes des principes du droit international humanitaire commises par les forces armées ukrainiennes sur le territoire russe pendant la période du 1er janvier jusqu'à 31 mars 2025. Ces données ont été acquises grâce à notre coopération avec les ministères fédéraux compétents et les services compétents, ainsi qu'avec les administrations locales des régions qui se trouvent dans la zone des hostilités. Ces données ont été vérifiées grâce à une série de mes déplacements sur les territoires libérés de la région de Koursk, qui sont exposés aux tirs réguliers de la zone de la région de Belgorod, des territoires de la République populaire de Donetsk et la République populaire de Luhansk. Nos conclusions se basent sur les dépositions des victimes et des témoins des crimes des nazis ukrainiens commis pendant cette période. Nous avons toutes les raisons de constater que les crimes commis par les groupes armés ukrainiens contre les civils ont été commis dans le cadre de la politique d'État du régime de Kiev qui vise à organiser les attaques systématiques et régulières d'envergure sur la population civile des régions russes. Sa stratégie criminelle du régime de Zelensky est expliquée comme une volonté de stabiliser la situation politique en Russie, semer la panique et la peur parmi les populations civiles. C'est par l'aspiration de s'appeler la Russie en dehors Kiev explique ces crimes sans honte et l'emploi des moyens terroristes contre la population civile et le meurtre des innocents. Une telle approche est réalisée par le régime de Kiev à travers les ordres du commandement militaire des forces armées ukrainiennes à ses combattants, je cite, de fusiller tous les civils que vous voyez. Il transmet à ses combattants des garanties non officielles de ses sponsors et parents occidentaux, les assurant de l'impunité pour les crimes commis. Ils poursuivent son influence psychologique et médiatique sur la conscience collective des Ukrainiens afin de déshumaniser la population russe à leurs yeux. C'est la base de la politique misanthrope de Zelensky, de ses collègues et ses sponsors en dehors de l'Ukraine. Pendant la période nommée, les forces armées ukrainiennes ont lancé au minimum 22 221 obus sur les sites civils. Depuis février 2022, les forces armées ukrainiennes ont lancé sur les sites civils au moins 251 865 munitions de différents calibres et modèles. La croissance du nombre de tirs et des victimes parmi la population civile sont directement liées à la politique de Zelensky et de ses parents, leur réaction sur les événements internationaux. Cela souligne la nature délibérée des crimes ukrainiens contre la population civile qui habite ces territoires. Une croissance brusque du nombre de tirs ukrainiens a été enregistrée ces dernières
semaine du mois de mars, c'est la réaction de Kiev sur le processus de négociation entre Moscou et Washington. Le nombre des obus lancés a atteint 300 pièces par jour ou plus de 2000 par semaine, ce qui représente environ un quart de plus que les chiffres hebdomadaires de janvier et février. Pendant cette période, les sites d'infrastructure dans la région de Belgorod, dans la République populaire de Donetsk, dans les régions de Kherson, de Koursk et Zaporozhye, ainsi que dans la République populaire Lugansk, ont été exposés aux tirs réguliers. Pendant la période depuis 1er janvier jusqu'à 31 mars, en conformité avec les données vérifiées, au minimum 1489 civils ont souffert. 1197 personnes ont été blessées, 292 civils sont morts. Pendant cette période, 68 mineurs ont souffert, dont 5 sont morts. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, au minimum 21 002 civils ont souffert à cause des tirs lancés par les groupes armés ukrainiennes. 14 287 personnes ont été blessées, 6 715 personnes sont mortes, y compris 218 mineurs. Après le 18 mars, la date des négociations du président Poutine et du président Trump, le nombre des victimes des tirs a augmenté de mois entier. Durant les 2 dernières semaines de mars, plus de 150 civils par semaine ont été tués. Le plus grand nombre des victimes pendant cette période parmi la population civile se trouve dans la République populaire de Donetsk, où 429 civils ont été blessés, y compris 30 mineurs. 70 personnes sont mortes. Dans la région de Koursk, pendant cette période, sans tenir compte des civils souffert sur le territoire contrôlé temporairement par les forces armées ukrainiennes, 375 personnes ont souffert. Parmi eux, 260 sont blessés, y compris 9 enfants. 150 personnes sont mortes. Dans la région de Belgorod, 169 civils ont souffert. Parmi eux, 148 sont blessés, y compris 8 mineurs. 21 personnes sont mortes, y compris 2 enfants. Dans la République populaire de Luhansk, où les hostilités se poursuivent au nord-ouest de la République, 97 civils ont souffert. 80 personnes sont blessées, y compris 2 enfants. 17 personnes sont mortes. Nos données n'incluent pas l'information sur les citoyens de la région de Koursk qui ont été fusillés, tués et torturés. Maintenant, la libération du territoire de la région de Koursk est terminée. Des capteurs et des punisseurs ukrainiens, l'enquête juridique des crimes des forces armées ukrainiennes sera entamée. Dans un nombre des localités ainsi que Nikolaevo, Darino, Plokhovo, Gouivo dans la région de Koursk, seulement la moitié des civils parmi ceux qui n'ont pu s'évacuer au moment de leur capture par les nazis ukrainiens. Le comité d'enquête de la Russie a accueilli les dépositions des civils qui ont survécu le séjour sur le territoire contrôlé par les nazis ukrainiens, où il y a des données sur la mort des centaines de civils enterrés dans les jardins près de leur maison et dans des sépultures anonymes. Ces enquêtes seront entamées et le monde va recevoir les données confirmées sur les crimes réels des forces armées ukrainiennes sur le territoire de la région de Koursk. Nous avons obtenu des données préalables sur les civils qui ont été tués et sauvagement tués dans les localités Rusko-Porechye, Malaya Loknia, Tcherkassky Porechny et Marnovka et dans d'autres localités de la région de Koursk. Les combattants ukrainiens qui ont été capturés par les militaires russes ont confessé à maintes reprises qu'ils avaient reçu des ordres de ne pas épargner les civils, tuer tous les civils douteux. C'est une autre confirmation de la politique d'État de Zelensky et de sa clique qui vise à exterminer la population civile, ce qui constitue un crime militaire lourd qui ne doit pas être oublié.
Les territoires libérés de la région de Koursk qui sont exposés aux tirs de la force armée ukrainienne, on a évacué plus de 800 des civils. Parmi eux, la majorité ont été donnés des dépositions sur le régime des occupants engagés par les forces armées ukrainiennes sur l'effet des tirs, des offenses sur les civils, des pillages totaux et de la violence qui régnait sur le territoire. Depuis le début de l'année, on a eu 4 échanges d'otages de guerre. On a repatrié 596 des militaires russes. Beaucoup de psychologues et des enquêteurs travaillent avec les otages qui ont été repatriés en Russie, mais compte tenu des dépositions déjà faites, il y a des informations sur les prisons clandestines qui se trouvent dans la zone grise au long de la ligne de combat, parallèlement avec les lieux de détention des otages à Kharkov, Kiev, Kryvyi Rog et dans d'autres villes de l'Ukraine. Ce réseau peut être nommé comme un territoire de la violence totale impunie, des tortures, d'extorsion d'aveux qui sont utilisés aux intérêts des services spéciaux de l'Ukraine pour chantager les proches, pour les piller, forcer les proches de commettre les crimes aux intérêts du régime de Kiev. Un autre rapport a été dédié à ce sujet, mais cela n'a pas influencé les approches de la partie ukrainienne et ces crimes se poursuivent. Il n'y a pas de réaction de la part des organisations internationales, mais ils continuent de constater que oui, cette pratique dans la zone contrôlée par le régime de Kiev existe. Les organisations internationales en savent. Une telle politique de la part des organisations internationales compétentes est inacceptable et cette approche doit être changée. En particulier pour ceux qui utilisent les déclarations sur leur attachement aux normes et aux principes du droit international humanitaire. Ils répètent que la violence, les atrocités et les tortures sont inacceptables. Cependant, ils ne réagissent point au fait de l'arbitraire et des atrocités qui règnent dans le pays contrôlé par les parents occidentaux. Au cours de 3 derniers mois, les forces armées ukrainiennes ont continué de effectuer des frappes délibérées en mars sur les lieux de rassemblement de la population civile. À l'issue de notre analyse, nous pouvons constater que ces frappes concentrées sur des espaces civils à forte densité démographique en période de fréquentation maximale semblent conçues pour infliger un bilan humain lourd sur les zones dépourvues de toute cible légitime au regard du droit international. Les groupes ukrainiens ont commis des frappes pendant le mois de Noël, causé des morts et des blessures parmi la population civile. Le matin, le 10 janvier, les forces armées ukrainiennes ont effectué une frappe par les projectiles à propulsion à charge explosive par le système américain LRM HIMARS sur le centre de commerce Hercules-Moloko qui se situe sur une rue centrale de la ville de Donetsk, la rue Artyom. 2 employés du centre de commerce qui préparaient le magasin vers l'ouverture ont été blessés. Des maisons, une apothèque, un centre social, des véhicules ont été endommagés. Il n'y avait pas des sites militaires dans cette région. Le 11 janvier, une roquette anglo-française de longue portée Storm Shadow a puisque détruit un centre administratif dans le village Novy Yurkovitchy dans la région de Bryansk. 3 personnes ont été gravement blessées. Il n'y a pas de sites militaires dans cette région. Le 20 janvier, un tir en masse sur le centre de Gorlovka. 11 civils ont été blessés. Des obus de calibre otanien ont été lancés sur les appartements, le centre de la culture et des sites sociaux. Le 8 février, les forces armées ukrainiennes ont utilisé le LRM et ont lancé une frappe sur un district densément peuplé dans la République populaire de Donetsk. À l'issue de l'attaque, 2 femmes sont mortes et 9 personnes ont été blessées. Parmi les blessés, il y a une fille âgée de 7 ans et un garçon âgé de 5 ans. Des centaines d'appartements ont été rendus inhabitables. Il y avait des sites militaires dans cette région. Pendant les 3 mois passés, les forces armées ukrainiennes ne faisaient qu'augmenter la fréquence de l'utilisation de drones afin de tuer et de commettre des attentats contre les civils, y compris des mineurs.
Pendant cette période, les attaques de drones ukrainiens ont produit 409 victimes parmi les civils. 22 personnes sont mortes, y compris 3 enfants. 286 personnes ont été blessées, y compris 24 mineurs. Les forces armées ukrainiennes se sont focalisées sur le lancement des drones du type d'avion contre les objets civils et qui se trouvent très loin de la ligne de contact. Les forces armées ukrainiennes ont établi le record et ont lancé dans la nuit du 11 mars 337 drones à longue portée dont les cibles étaient des sites civils qui se trouvaient jusqu'à 1000 km de la ligne de contact. Suite à ces attaques, les maisons résidentielles, les objets de l'infrastructure, les usines ont été endommagés. Le deuxième type de drone, ce sont les drones FPV, les drones de combat, qui se spécialisent dans des frappes ponctuelles contre la population civile et les objets dans la zone frontalière. Les opérateurs de drones ukrainiens ont déclaré la chasse contre les moyens de transport civil. Gorlovka, Shebekino, Graivoron, les régions de Belgorod deviennent le plus souvent des victimes des drones. À Gorlovka, le drone a attaqué des bus civils au moins 3 fois. Chaque fois, cela a produit des victimes parmi les personnes civiles. Quelques civils sont morts. Le 4 février, un bus scolaire a été attaqué dans le village Vassilievka, dans les régions de Zaporogie. 5 enfants âgés de 8 jusqu'à 13 ans qui allaient à l'école ont été blessés. Une autre pratique utilisée par les forces armées ukrainiennes, ce sont les frappes sur les véhicules civils dans la région de Belgorod et de Kursk qui sont brûlés sur les routes en RPL, dans la RPL, dans la RPD. Il n'y a aucun doute que les combattants ukrainiens qui dirigent les drones qui frappent la population civile savent parfaitement que les victimes sont les familles entières et les personnes civiles. Les principes du droit international qui protègent le personnel médical des attaques militaires sont incompréhensibles et sont complètement ignorés par les forces armées ukrainiennes. Pendant les 3 mois passés, des dizaines d'ambulances ont été attaquées par les drones FPV ukrainiens. Les victimes sont 12 spécialistes, membres du personnel médical qui ont exercé leurs devoirs professionnels et ont sauvé les vies des personnes malades et des blessés. Deux membres du personnel médical sont morts. Les forces armées ukrainiennes effectuent les coups répétitifs et frappe les services de dépannage et les services de sauvetage. Pendant les 3 mois passés, 17 sauveteurs sont devenus victimes des frappes ukrainiennes, dont 2 sont morts sur place. Lors des travaux de la restauration de l'infrastructure civile endommagée par les frappes ukrainiennes, 30 membres des services communaux et des services de dépannage ont été blessés. C'est la pratique cynique et inhumaine des combattants ukrainiens qui, à part les frappes sur la population civile, font tout leur possible afin de priver les personnes blessées d'une chance d'être sauvées ou de recevoir une assistance médicale. C'est la politique de monstres qui ont oublié complètement tous les principes humains. Pendant cette période, l'Ukraine a commis un autre crime très grave. Dans le contexte de l'absence totale de la confiance, elle a ignoré et bafoué l'arrangement conclu avec la médiation des États-Unis, à savoir le moratorium de 30 jours sur les frappes contre les objets énergétiques. Et pendant cette période, l'Ukraine a porté 144 coups sur les objets de l'infrastructure énergétique sur le territoire de 19 sujets de la Fédération de Russie, entité fédérée. Kiev n'a presque changé sa pratique criminelle et porte toujours les coups sur l'infrastructure civile et frappe de façon démonstrative les objets énergétiques, ce qui a montré de façon très claire que Kiev ignore complètement tous les arrangements qui sont conclus sur les limitations des hostilités. On a effectué une frappe démonstrative sur la station gazométrique à Soudja.
Environ 50 sous-stations de transformation ont été endommagées, y compris une sous-station énergétique Troïtskaya dans la RPL qui a approvisionné en énergie électrique plus de 36 000 consommateurs. Une sous-station électrique Vinogradovo a fournissait l'énergie électrique à 56 000 consommateurs. Suite à ces attaques, environ 200 000 consommateurs restaient sans alimentation en énergie pendant des périodes différentes. Kiev cache l'état actuel sur la ligne de contact et sur les territoires frontaliers et souhaite de tuer et d'attaquer les reporters de guerre, des journalistes, le personnel des médias qui accomplissent leurs tâches dans la zone de contact. Pendant cette période, 13 spécialistes des médias ont été blessés, dont 6 ne rentreront jamais de leurs tâches. Ils sont morts. Le régime de Kiev a tué de façon délibérée 3 journalistes dans la localité de Mikhailovka dans la RPL par le biais du missile du LRM HIMARS, ce qui prouve encore une fois la peur éprouvée par le régime de Kiev devant la propagation de la vérité qui permettent d'évaluer de façon impartiale les actes commis par le régime de Kiev. Compte tenu du fait que les forces armées ukrainiennes, dans leur majorité écrasante, commettent les crimes militaires sur les territoires constitutionnels de la Fédération de Russie, les forces de l'ordre russe, le comité d'enquête, enregistrent des crimes, mènent des enquêtes et saisissent les tribunaux des affaires pénales des combattants ukrainiens qui ont commis les crimes contre la population civile de la Russie. Pendant la période du 1er janvier 2025 jusqu'à 31 mars 2025, 422 procédures pénales ont été entamées pour le bombardement par les forces armées ukrainiennes des objets civils russes. On a terminé l'enquête sur 41 affaires pénales dont les dossiers ont été transférés au parquet pour être plus tard portés devant le tribunal. Pendant la période des hostilités, les tribunaux russes ont passé les jugements de condamnation dans 397 affaires pénales concernant 536 militaires et mercenaires ukrainiens. En conclusion, je voudrais souligner quelques traits qui caractérisent l'état actuel et les actes commis par le régime de Kiev concernant la population civile et la violation des normes du droit international humanitaire. Les instructions de violer les normes et des principes du droit international humanitaire par les combattants ukrainiens sont données par les autorités politiques de l'Ukraine qui ne sont pas contestées par leurs patrons ou sponsors. Les États co-organisateurs et les patrons du régime de Kiev font les tentatives ouvertes de bloquer toute proposition de mener les enquêtes internationales sur les crimes commis par les groupes ukrainiens. Kiev ne se dégoûte pas des pratiques d'orchestrer les crimes sur ses territoires. Il tue et mutile ses propres civils afin de diffuser parmi l'auditoire occidental une image sanglante demandée en attribuant les crimes à la Russie. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une tendance dangereuse dans le contexte des tentatives faites par les États-Unis et la Russie de trouver les moyens de régler les situations. On voit le danger croissant de la part de la partie ukrainienne. Kiev est incliné à organiser les actes de provocation sur ses territoires, assassine et attaque ses propres gens dans le contexte où l'enquête impartiale des incidents est presque impossible. Je vous ai présenté le rapport du premier trimestre de l'année 2025. Je pense que dans les jours à venir, nous allons publier sur le site web du ministère des Affaires étrangères toutes les informations nécessaires. Et le recueil sera disponible en russe et en anglais. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Mirochnik. Dans les jours à venir, nous allons publier le rapport sur le site web du ministère des Affaires étrangères et dans les réseaux sociaux. Alors, nous passons aux questions, chers collègues. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
le portail Ukraine.ru. Bonjour, Monsieur Mirochnik. Je vous remercie. Votre rapport est très important pour nos abonnés. Notre question est suivante. Y a-t-il une possibilité que la justice russe entame un procès sur les représentants du régime criminel de Kiev, à l'instar de Nuremberg, qu'on peut juger important et avoir un effet de propagande qui sera orienté sur notre population et l'audience occidentale? Je vous remercie pour votre question. Cette question est souvent posée sur le territoire russe et dans d'autres États du monde, puisque la nécessité de passer un verdict condamnatoire par rapport aux normes humanitaires internationales sur les crimes commis contre la population civile est pertinent, mais il faut nous souvenir de la pratique historique et comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Compte tenu de la pratique de la période de la Seconde Guerre mondiale, la décision sur la tenue du tribunal de Nuremberg a été prise après la destruction du régime nazi. C'est la décision sur la forme de ce tribunal. Dans mes rapports, j'ai mentionné que les services pénaux juridiques ont entamé un travail pour punir les nazis ukrainiens. Presque 550 combattants ukrainiens ont reçu leur sentence pénale. Des milliers de personnes doivent être jugées. Chaque jour, le service pénal entame des enquêtes sur les crimes des nazis ukrainiens sur le territoire de la région de Kursk, de la République populaire de Donetsk et la République populaire de Luhansk. Quand nos armées reçoivent les données et les preuves sur les crimes commis par les nazis ukrainiens, mais cela nécessite du temps pour entamer les enquêtes et pour passer le jugement contre les criminels. Je pense que la décision sur la tenue des tribunaux sera prise, mais aujourd'hui, c'est la question du format, mais cette décision sera prise après la fin de l'opération militaire spéciale et les victimes de ces crimes doivent être satisfaites, les criminels doivent être punis. Aujourd'hui, nous tâchons de cueillir l'information sur les crimes pour créer des registres de cette information. Je pense qu'on aura la possibilité d'informer tous les pays sur les données, sur les crimes commis par le régime de Kiev. Aujourd'hui, nous tâchons de montrer ces preuves pendant les périodes courtes du temps, grâce aux rapports qui sont disponibles pour toutes les organisations internationales. Nous saluons l'utilisation par les organisations qui remplissent leurs fonctions avec honneur et informent la population sur la vérité. C'est la question de la volonté politique de punir les criminels qui empiétaient sur les normes du droit international. La Russie y est intéressée, mais un grand nombre de pays qui suivent le déroulement du conflit, ils veulent empêcher que le criminel reste impuni. Merci. Tavre, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que vous recevez l'information des territoires occupés par les forces armées ukrainiennes sur les actions illégales des forces armées ukrainiennes? Et y a-t-il eu des cas pareils? De quoi ou de qui les gens se plaignent-ils? Je remercie pour la question. Oui, je comprends cette question géographique. En tant que média de Kherson, vous êtes préoccupé par la situation qui se déroule sur ce territoire. Oui, nous recevons l'information nécessaire. Nous recevons les témoignages des personnes qui nous
envoie des données vérifiées sur les crimes commis. Ce sont les punitions extrajudiciaires, ce sont les tortures, le harcèlement. Nous avons une base de ces données, mais j'ai déjà mentionné au cours de mon rapport, ce sont les données qui doivent être vérifiées, confirmées, et puis cette information peut devenir une partie de notre base de données. Cette base de données est remplie après que nous recevons l'information vérifiée. Nous nous méfions des organisations internationales occidentaux qui utilisent cette information à leur propre intérêt. L'information que nous avons montrée aujourd'hui, ce sont les données vérifiées. Nous basons nos rapports sur l'information vérifiée, sur les témoignages des victimes du territoire de Kherson. Nous avons des photos, des vidéos qui sont vérifiées par les services d'enquête pénale. Et nous, en tant que ministère des Affaires étrangères, nous basons notre rapport sur les données qui ont été envoyées par les services spéciaux. Bien sûr, nous sommes très préoccupés par la situation puisque le nombre de tirs effectués par les forces armées ukrainiennes sur Alachkin, Novakhovka, sur le territoire que votre média publie détaillement. Je vous remercie. Je remercie Moscow Post. Bonjour. Vous avez répondu à notre question au cours de votre rapport. Y a-t-il des discussions, des questions des biolaboratoires en Ukraine et quelles sont les estimations des menaces biologiques pour la Russie? Les questions qui concernent le dialogue entre Moscou et Washington, ils concernent les questions clés qui vise à trouver des moyens acceptables du règlement du conflit. Mais pour nous, une approche la plus précieuse, ce n'est pas discuter les rumeurs autour de ce procès. La question des violations du droit international humanitaire, en particulier de l'emploi des méthodes illégitimes de la guerre, comme les biolaboratoires, les armes chimiques. Nous avons de telles données qui ont été envoyées aux organisations internationales. Un nombre des organisations internationales qui sont américains par l'origine obtiennent ces informations. Quand nous allons entamer les parties officielles de ces discussions, je pense qu'on va obtenir l'information vérifiée sur ce procès, mais nous souhaitons de trouver une décision efficace pour régler la situation, il n'y a pas de doute. Merci. La deuxième question. Combien de procès pénaux ont été engagés sur les crimes des forces armées ukrainiennes dans la région de Kherson-Kursk en 2025? Quelles sont les accusations? Combien de prisonniers sont impliqués aux crimes militaires? Je voudrais expliquer la partie technique de cette question puisque un procès pénal peut inclure des crimes commis par les dizaines ou des centaines de combattants et les données qui peuvent être nommées, ils peuvent couvrir pas seulement le territoire de la région de Kursk. J'ai donné des informations qui sont incluses dans le rapport compte tenu de l'information du comité d'enquête de la Russie. 41 procès pénaux ont été entamés sur ces crimes. Ce sont les enquêtes sur les tirs et les bombardements lancés contre les sites civils et les régions où se trouvent les citoyens et les sites d'infrastructures civiles. Mais ce ne sont pas les chiffres démonstratifs. Le procès de l'enquête a commencé sur le territoire de la région de Kursk. Cela ne concerne pas les questions d'autres procès importants, mais cette enquête n'est pas plan et autant que nous avons toutes des conditions de sécurité, les données doivent être plus informatives. Pour le jour d'aujourd'hui, ne sont pas des chiffres informatifs. Notre comité d'enquête et nos services spéciaux visent
à dire la vérité sur tous les crimes commis sur le territoire de la région de Kursk, qui a été contrôlé par les forces armées ukrainiennes pendant la période qui a duré plus de 200 jours. Ce sont les centaines de procès pénaux qui seront entamés dans les plus brefs délais. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Международная жизнь, s'il vous plaît. Bonjour, nous avons une question. Les forces armées ukrainiennes ont détruit un monastère dans la région de Gornaevskaya. Quelles sont les racines de cette agression? Vous avez posé une question sur un nombre de crimes commis contre les églises. Cet événement est une autre preuve, notre fait de la destruction ou d'endommagement de l'orthodoxe tout au long de la ligne de combat sur le territoire de Donbass, de la Nouvelle-Russie, de la région de Kursk, et les faits des offenses contre l'Église orthodoxe russe sur le territoire de l'Ukraine, qui est contrôlé par le régime de Kiev au moment. Ce volet nous dit que la volonté du régime de Kiev à séparer et diviser la population de leurs racines orthodoxes qui constituent la base de leur identification. Cela suscite une hystérie de la part du régime de Kiev qui vise à forcer quelqu'un de ne pas confesser ou pratiquer une religion. C'est le processus de la haine qui contre l'Église orthodoxe russe qui est suivie par les personnes chrétiennes. Cette Église est une partie. Nous allons dédier un rapport sur les attaques contre l'Église orthodoxe russe, contre les civils qui sont les paroissiens de l'Église orthodoxe russe, et nous tâcherons de vous informer sur l'envergure de ces attaques. Ce sont les attaques colossales. C'est la conséquence de la politique d'État du régime de Kiev. Nous n'avons pas de doute. Nous avons des centaines de preuves. C'est un volet qui exige une enquête internationale séparée sur les offenses contre les civils et leurs sentiments spirituels. Je remercie, chers collègues. Y a-t-il d'autres questions? Golos Otечества, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Mirochnik. J'ai une question suivante. Il a été convenu que l'arrangement soit conclu, mais la trêve a été violée par les missiles américains. Selon Poutine, ce sont les Américains qui dirigent leurs propres missiles. Il s'agit des navigateurs, il s'agit d'autres opérations. Alors, cela veut dire que les États-Unis font des arrangements avec nous sur la trêve et d'autre part, ils effectuent ces attaques et attribuent ces attaques au régime terroriste qu'ils ont créé eux-mêmes. Pourquoi les choses se passent-ils comme ça? Et est-ce que c'est vrai que la guerre est menée contre les États-Unis sur le territoire de l'Ukraine? Alors, il n'y a pas de choses nouvelles dans votre message. Nous avons dit à maintes reprises que les États-Unis ont été les co-organisateurs de la crise ukrainienne. Aujourd'hui, nous disons de façon ouverte que l'administration nouvelle des États-Unis essaie d'établir le dialogue avec la Russie et propose les moyens pacifiques de régler cette crise. C'est pourquoi il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'outils secrets dans cela. En ce qui concerne votre déclaration sur l'utilisation des missiles américains, malheureusement, je n'ai pas de telles données. Nous avons enregistré pendant la période mentionnée l'accélération, l'augmentation de la fréquence de l'utilisation des systèmes du LRM IMAR, y compris pour frapper nos journalistes, pour frapper les établissements sociaux et d'autres sites importants. D'après moi,
Cela témoigne du fait que l'Ukraine essaie d'utiliser au maximum les armes qui peuvent être bloquées par les États-Unis en distance. C'est pourquoi ils essaient d'épuiser, pour ainsi dire, leur système, y compris les systèmes IMAR et d'autres systèmes. Parce que selon les données que nous avons, ces systèmes peuvent être bloqués par les Américains. En ce qui concerne les cibles des missiles américains, je n'ai pas de telles informations. Peut-être il s'agit des structures de l'OTAN, peut-être il s'agit des états-majors mentionnés dans les publications occidentales. Je n'exclus pas la possibilité qu'on utilise des missiles à longue portée britanniques ou français. Nous l'avons mentionné dans nos rapports. Un nombre... Alors, les pays occidentaux essaient de rompre le dialogue et rompre toutes les possibilités d'établir le dialogue. Mais tous ces missiles sont dirigés par les... excusez-moi, tous ces États sont dirigés par les États-Unis. Et l'enregistrement des crimes commis par le régime de Kiev relève de votre compétence. Cela veut dire que les crimes des États-Unis et de l'OTAN ne relèvent pas de votre compétence, n'est-ce pas? Pendant plusieurs années, les États-Unis commettent les crimes contre plusieurs peuples, plusieurs pays commettent les actes du génocide, effectuent la traite humaine et conduisent les tests inhumains. Ils participent eux-mêmes à ces procédures. Et l'élite au pouvoir russe fait semblant que c'est le régime de Kiev qui organise toutes ces actions lui-même. Alors, pourquoi l'élite au pouvoir russe est si aveugle? Je n'accepte pas cette rhétorique de manifestation parce que ces données ne sont pas vérifiées, ne sont pas prouvées par les faits déjà établis. Et nous vous présentons les informations bien fondées, bien vérifiées. C'est pourquoi nous soutenons vos activités sur ce volet, mais nous vous exhortons à utiliser les arguments bien fondés dans vos conclusions, dans vos arguments, ainsi notre position sera bien fondée au sein des enceintes internationales, parce que dans les plateformes internationales, nous faisons face très souvent de l'attitude hostile de la part des États européens. Ils nous disent pourquoi prenez-vous notre temps, dépensez-vous notre temps, mais nous fondons nos opinions sur le droit international, les faits établis, afin de forcer d'autres États de voir la vérité, tous ceux qui ne veulent pas faire l'enquête sur tout ce qui se passe en Ukraine. C'est pourquoi nous présentons les informations et qui sera incontestable. Merci. Chers collègues, si vous n'avez pas d'autres questions, alors nous vous remercions d'avoir participé à notre briefing, d'avoir posé vos questions. En conclusion, peut-être, Monsieur Mirochnik, juste quelques mots. Merci d'avoir participé à ce briefing. Merci de votre intérêt envers ce sujet pertinent. Le rapport que nous avons publié, que nous avons présenté, nous l'espérons qu'il va être hautement apprécié et nous allons faire tout notre possible afin pour que le corps diplomatique qui travaille à l'étranger et dans les organisations internationales reçoivent ces informations sur les crimes du régime de Kiev. Sous notre pression, toutes ces informations seront évaluées
est prise en compte par toutes les organisations internationales. Merci. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un simple discours diplomatique. Ce n'est pas un jeu d'images, ce ne sont pas des mots creux. Ce sont les paroles d'un homme, d'un représentant d'un pays en guerre, qui décrit froidement la souffrance de sa population. Des enfants mutilés. Des écoles, des maternités, des maisons pulvérisées. Ce que Rodion Mirochnik nous expose ici, c'est la réalité d'une guerre dont l'Occident ne veut pas entendre parler, du mauvais côté. Une réalité que nos journalistes, nos dirigeants, et nos prétendus défenseurs des droits de l'homme refusent de regarder en face. Pourquoi? Parce que les victimes, cette fois, ne sont pas à Kiev, mais à Belgorod. Parce que les morts ne servent pas une narration acceptable pour les chancelleries occidentales. Et c'est là que le scandale commence. Depuis 2 ans, les grands médias occidentaux répètent à l'envi que l'Ukraine est un pays agressé, un bastion de la démocratie, un peuple héroïque face à l'envahisseur. Mais que faire quand ce bastion bombarde des hôpitaux dans le Donbass? Quand ce peuple héroïque tire des missiles sur des jardins d'enfants russes? Quand ce gouvernement, que l'on soutient à coups de milliards, envoie des drones tuer des civils à 200 km du front? Le discours occidental, aveugle et hypocrite, est en train de s'effondrer. Et la vérité, brutale, prend sa place. Car ce que fait le régime de Kiev aujourd'hui, c'est la guerre totale. Non pas une guerre entre soldats sur le champ de bataille, mais une guerre contre des familles, des enfants, des civils. Une guerre qui vise à semer la peur dans les territoires russes, à provoquer, à tester les lignes rouges du Kremlin. Une guerre sale, assumée, maquillée sous le vernis de la résistance. Il est urgent de le dire, nous ne parlons pas ici de simples dégâts collatéraux, nous parlons de choix stratégiques. De frappes délibérées contre des zones résidentielles. De l'usage d'armes à sous-munitions interdites. D'opérations commanditées et coordonnées, avec parfois l'aval silencieux de ceux qui prétendent défendre les droits humains. Et que fait la communauté internationale pendant ce temps? Elle détourne les yeux. Elle brandit des rapports partiaux. Elle ferme les tribunaux lorsque les victimes sont russes. Elle ferme les bouches des ONG qui s'éloignent du récit imposé. Pire encore, l'Occident alimente cette folie. Il l'encourage par des livraisons d'armes, il la justifie par des discours moralisateurs, et il couvre les crimes par un silence coupable. Les missiles qui tuent des enfants à Belgorod, ce ne sont pas des armes artisanales. Ce sont des systèmes de précision venus de pays que nous appelons « amis ». Alors une question s'impose, jusqu'à quand allons-nous tolérer ça? Jusqu'à quand allons-nous laisser faire un régime qui, au nom de sa survie politique, sacrifie des civils et utilise sa population comme un bouclier humain? Car ne nous y trompons pas, ce régime de Kiev, loin d'incarner la démocratie, incarne aujourd'hui un pouvoir autoritaire, corrompu, prêt à tout pour sa survie. Il a interdit les partis d'opposition, censuré les médias indépendants, militarisé la société, et envoyé des hommes de 16 à 60 ans à la mort, sans préparation, sans espoir. Il utilise la guerre non pas comme un moyen de défense, mais comme un outil de contrôle. Il instrumentalisait la souffrance de son peuple pour attirer la sympathie internationale, tout en menant des opérations qui relèvent du terrorisme d'État. Oui, le mot est fort, mais il est juste. Quand on vise intentionnellement des enfants, des hôpitaux, des civils dans leurs maisons, on ne parle plus d'erreurs militaires. On parle de crimes. Et ces crimes ont des noms, des ordres, des exécutants. Et pendant ce temps, dans les chancelleries occidentales, on parle de soutien inconditionnel, on envoie de l'argent, on ferme les yeux sur les exactions, et on traite ceux qui posent des questions de collabos, de pro-Poutine, des ennemis de la démocratie. Mais soyons clairs, ce n'est pas défendre Poutine que de dénoncer les crimes de Kiev. Ce n'est pas soutenir la Russie que de s'opposer à l'hypocrisie de l'Occident. C'est simplement défendre la vérité, défendre la vie, défendre les enfants quels qu'ils soient, et où qu'ils soient. Un enfant tué à Donetsk vaut autant qu'un enfant tué à Kiev. Une mère pleurant son fils à Belgorod n'a pas moins de valeur qu'une mère ukrainienne. La souffrance n'a pas de passeport. Et le silence, lui, devient une complicité. Alors aujourd'hui, il faut briser ce silence. Il faut interroger les choix de nos dirigeants. Il faut demander des comptes à ceux qui arment, financent et protègent un régime devenu incontrôlable. Et surtout, il faut exiger une paix réelle. Pas une paix conditionnée à la soumission de la Russie, pas une paix dictée par Washington ou Bruxelles, mais une paix qui reconnaisse les souffrances des deux peuples, une paix fondée sur la justice, la vérité, et le respect de la souveraineté des nations. Rodion Mirochnik a raison, ces crimes doivent être jugés.
Ils doivent être documentés, exposés, dénoncés. Et les responsables doivent répondre, devant l'histoire et devant les peuples. Car si nous continuons sur cette voie, nous allons droit vers une guerre totale. Et ce ne sont pas les généraux, ni les présidents, ni les oligarques qui en paieront le prix. Ce sont, une fois encore, les enfants. À ceux qui nous regardent, ouvrez les yeux, posez les bonnes questions, refusez le formatage médiatique. Car aujourd'hui, ne pas s'informer, c'est choisir son camp. Et ne rien dire face à l'injustice, c'est y participer. Merci d'avoir écouté. Merci de partager cette vérité. Et surtout, ne laissez plus personne parler en votre nom pour défendre l'indéfendable.